Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Salut à tous, on est de retour. Encore une fois, émission une demi-heure un peu spéciale avec un seul acteur, mais un acteur qui dit des choses absolument passionnantes sur un sujet dont je suis sûr qu'il vous passionne. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous en ce moment sont dans une automobile à nous écouter, donc c'est l'automobile. Et c'est le directeur de la marque Peugeot qui va nous accompagner sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Donc, Jean-Philippe Imparato, le directeur de la marque Peugeot. D'abord, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Juste, vous êtes encore sur les montagnes russes. Juste un petit point de conjoncture de marché. Redémarrage très très fort, hein, on l'a beaucoup raconté. Là, tous les secteurs voient que les choses sont en train de retomber. C'est le cas aussi pour l'automobile. Oui, le phasage trimestre 1, ça part super fort. Trimestre 2, on est à l'arrêt. Trimestre 3, ça redémarre. Trimestre 4, on n'en sait rien. Voilà, c'est ça. À peu près. On sait très bon juin, très bon juillet, très bon août en après-vente, très bon septembre. Ça se profile pour moi très bien sur octobre. Novembre-décembre, je sens une tension qui sera aggravée ou pas par tel ou tel reconfinement qu'on pourrait vivre, parce que ça c'est clé. Donc, même parce que évidemment quand tout s'est arrêté, tout s'est arrêté. Ah, et d'un coup, oui. Mais mais là, bon, pour le coup, c'était fermé les concessions. Mais même là où on est sur des demi-confinements, l'achat d'automobile peut être menacé par. Absolument. Par l'ambiance. Par l'ambiance. Parce que l'ambiance est importante dans notre métier. Alors aujourd'hui, on commande sur le mois, je dois être aux alentours de entre 10 et 15% au-dessus par rapport à l'année dernière. Bon, quand même, en septembre là. Octobre. Attendez, mais on est en quel mois là? Octobre. Donc pour l'instant, on tient. Hein. Enfin, le portefeuille de Peugeot est en hausse de 40% par rapport à l'année dernière. Bon, donc on va bien. Mais on a été servi par le fait que on a eu la chance, pour tout vous dire, on a lancé 208, nouvelle 208 et nouveau 2008 juste avant Covid. Donc lancement, essai presse, contact client, offre client juste avant le 16 mars. Donc créer l'attente. Donc là on était en plein ramp-up, bon on arrête tout, on se revoit à partir du mois de juin, on dit hey 208 2008. En fait on est là. Donc on a vécu cette période en renouvelant ce qui fait 40-50% de mes volumes. En fait. Et donc, j'ai eu un effet rebond de retour et un effet nouveau produit 208-2008. La bonne nouvelle, c'est qu'on lance maintenant les facelifts de 3008 et 5008. Donc, on est servi par une actualité produit extrêmement intéressante. Donc, dans le plus 40% de portefeuille que j'ai année sur année, à fin septembre, plus 43 exactement, faire la part du ça rebondit et j'ai un effet nouveau produit n'est pas aisé. Les faits sont là, au 21 octobre, plus 15% en commande. Mais notre métier est fait de telle sorte que entre le mois d'octobre et le mois de novembre, on peut avoir un infléchissement sur les commandes. Donc je reste extrêmement prudent sur la clôture T4, en particulier du fait des annonces diverses et variées dont je peux entendre parler sur l'aggravation de la situation dans telle ville. Donc en fait, pour tout vous dire, vous parlez de PME tout à l'heure, là, on raisonne au jour le jour. Ouais, c'est ça. Point. Bon. Et c'est un vrai changement dans une entreprise comme la nôtre. Là, je crois que tout le monde en prend la mesure. Pour une industrie qui était quand même une industrie, je crois me rappeler, on a fait 128 réunions de crise avec Carlos. Tavares, hein, pour les intimes. Mon chef. Le 17 mars, on s'est mis en salle 8 heures tous les matins. Et puis j'avais la lourde charge de dire, voilà, les ventes mondiales de hier, on avait 4 slides. Les ventes, les commandes, enfin les livraisons, les commandes, la production et les stocks. Enfin, un truc simple, quoi. Épicerie. Grosse épicerie, mais épicerie quand même. Et un jour, je lui ai dit, alors vous allez rire. Alors, les marchés hier, c'était moins 98%. Et le groupe, dans le monde, je me rappellerai toujours ça, on a facturé 100 voitures. Pour un groupe qui en fait 18 000, 20 000 par jour. Donc ça nous a amené à dire, attends, on a, je dirais, le double foyer de ce qui se passe dans la journée et comment on va rebondir. C'est un des grands changements de notre ère. On est sorti de ça. Enfin, c'était un moment très particulier, tout était fermé. On est sorti, on reprogramme. Moi, je veux vous entendre d'abord, même si ça vous concerne. Alors, j'ai enfin compris un truc. Cette fameuse tonne 8 là, le malus sur le poids des. Ouais. C'est calibré pour vous. C'est calibré, heureusement, hein. Parce que pour tout vous dire, vous êtes toute la gamme Peugeot est en dessous d'une tonne 8. Pas toutes, mais quasiment toutes. Donc l'État actionnaire a bien fait son boulot.
Bah, il manquerait plus que ça. J'ai l'impression, pour vous dire, de temps en temps, d'avoir un sac à dos dans le dos, de courir un marathon, et chaque kilomètre, j'ai un mec qui me jette des pierres dans le sac à dos. Si vous voulez, au bout d'un moment, en termes de compétitivité, ça va poser un problème. Nous en sommes où? Nous nous sommes dit, il y a quelques années, full transition électrique. 2018. Au Salon de Paris de 2018, avec tous vos collègues, vous me disiez, jamais vous serez prêts les mecs. 2020, vous y serez pas. Résultat des courses, 2020, PSA est le groupe qui aujourd'hui est en dessous de son seuil de CO2 prévisionnel 2020. Le groupe en Europe. En Europe, seul en Europe. Le seul. Pas besoin d'acheter des crédits, pas besoin d'en vendre, rien du tout. On a fait le boulot. 7 lancements électriques. 4 en véhicules particuliers pour la marque Peugeot, 3 en véhicules utilitaires parce que sinon les petites entreprises vont plus pouvoir rentrer dans les centres-villes si on n'est pas électrique. Donc on a fait l'électrique à fond. Ça fait 2 ans que je demande des prises, hein, au passage. On a fait l'électrique. Le prix, ça veut dire c'est le fameux plan 100 000 bornes, etc. A priori, c'est dans le plan de relance. On verra bien. Non, mais on verra bien. À tout prendre entre la prime à la casse sur le thermique et aider les gens à se doter d'un réseau qui leur permette de recharger les électriques qu'on nous demande par ailleurs, ça me paraissait assez évident. Le jour où on sort les électriques, on m'explique qu'on fait un malus au poids. Alors qu'elles sont structurellement plus lourdes, hein, les électriques. 400 kilos. 500 kilos. Donc, on a eu l'écoute de gens intelligents qui ont dit, attends, à la fois on bascule vers un monde décarboné le plus vite possible, mais on fait attention de ne pas tout massacrer. Parce qu'en même temps, on nous demande, vous allez rire, de localiser. C'est ça. Chiche. Ce que vous faites déjà très largement. Hein, écoutez, je crois savoir... Ça a été une des faiblesses de PSA à un moment d'ailleurs. Je crois savoir qu'on a contribué pour 25 milliards à la balance des échanges ces 4 ou 5 dernières années. Point 1. Point 2. Tous les véhicules, pour parler que de la marque Peugeot, mais c'est vrai pour les collègues haut de gamme du groupe 3008, 5008, 508, DS7, C5 Aircross pour mon collègue Vincent, sont faits en France. 2. On investit avec Saft et Total sur une usine de batterie. 3. On reconvertit Tremry, qui était l'usine de moteurs diesel au monde, en producteur de machines électriques pour basculer à l'électrique. C'est le boulot. Avec les mêmes ouvriers. Oui, absolument. Ouais. On change les process, mais les gens sont les mêmes. L'ingénierie n'est pas la même par définition. Mais à la fin, il va falloir produire des moteurs électriques. Et ça, on le fait. On n'a posé absolument aucune condition à qui que ce soit pour le faire. On fait notre boulot, quoi. On apprécie effectivement à la sortie de l'usine qui va produire les véhicules électriques ou plug-in hybride, de ne pas se faire attraper sur des bonus-malus décidés parfois très vite, voire trop vite. Jean-Philippe, refaisons l'histoire. Il y a 5 ans, Renault est ruiné. 6 ans. PSA. Ouais, PSA, pardon. PSA est ruiné il y a 6 ans. Absolument. La relance, elle se fait d'abord par l'efficacité industrielle incroyable mise en place par Tavares et l'ensemble de vos équipes, mais aussi par ces SUV que vous avez cités là. Absolument. C'est de la marge, c'est succès incroyable. On les voit partout dans les rues de toute façon. Aujourd'hui, sortons du poids. C'est le SUV coupable de tout. C'est aussi faux qu'avant... Non, mais est-ce que... Enfin, très franchement, sans SUV, est-ce qu'on peut aller si loin que ça? Sans SUV, PSA n'existerait peut-être plus aujourd'hui. Non, je pense pas. Parce que l'histoire de 7 dernières années, elle a pas commencé avec les SUV. Le SUV... D'accord, mais la masse de votre marge, c'est 3008, 5008. L'opération SUV démarre en 2016, fin 2016 avec 3008. Et si je me trompe pas, en 2015, on sortait 5-6% de marge op. Donc on était déjà dans le match. On était déjà dans le match parce qu'il y a eu un effort absolument colossal de cette entreprise qu'on n'imagine pas. D'accord. Si je vous dis que les gens chez nous se sont dit le 12 mai, et les gars, vous allez rire, mais on revient pas à Rueil, qui est notre siège social. Vous trouvez des boîtes de CAC 40 dans le monde qui ont dit, il n'y a plus de siège social. Alors attendez, parce qu'on ouvre 2 tiroirs là. Restons sur les SUV, après on ira sur le siège social. Restons sur les SUV. Aujourd'hui, c'est pas le premier contributeur. Si. Ah ben voilà, au bénéfice de PSA. Si, mais parce que le marché est là. Oui, mais c'est la condition du Made in France. Ah, bien entendu. Ah ben voilà. Évidemment. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Philippe Imparato, donc le patron de la marque Peugeot, le nouveau visage de l'automobile. On continue dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Alors, un mot sur votre siège social, effectivement, je crois, alors je parle sous votre contrôle, il y en a 3 en région parisienne, et vous en avez fermé un sur les 3. Ouais, absolument. Parce que donc c'est 30% des surfaces de bureaux en moins. Ouais, à peu près, l'ordre de grandeur, c'est ça. Ouais. Parce que quand vous êtes confronté à des marchés qui baissent de l'amplitude qu'on a connue, enfin, vous avez été le témoin éclairé de cette situation, on se parlait de 98% de Oui, baisse. mais on peut se dire que c'est juste un trou d'air, et qu'on ne va pas prendre des décisions structurelles pour ce qui peut être un trou d'air et ce qui peut revenir. On ne pense pas que ce soit un trou d'air. On pense que nous sommes face à une transformation majeure de notre métier. Vous avez un effet là qui est effectivement conjoncturel, hein, Covid. Mais enfin, quand vous avez un run rate qui est celui du groupe PSA et que vous payez vos fournisseurs à 60 jours, vous les voyez défiler les euros très 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 vite. Hein. Il vaut mieux être capable d'affaler très très vite le point mort. Et nous, c'est notre religion, ça, notre point mort. On doit être capable. Attendez, transformation structurelle de votre métier. Je vous ramène sur ce que vous disiez, Jean-Philippe. Pourquoi transformation structurelle? Parce que vous avez un effet qui s'appelle Covid pour aujourd'hui. Transformation électrique pour les véhicules que l'on va produire, qui va entraîner de toute façon une hausse du coût moyen des véhicules. Là-dessus, vous rajoutez la couche collectivité, 5G. Là-dessus, vous rajoutez la couche... Comment ça, attendez, collectivité 5G, je comprends pas. Vos véhicules, pour qu'un jour vous ayez les niveaux d'autonomie... Ah, connectivité 5G qui va arriver. Là-dessus, vous ajoutez les couches regulation qui nous sont imposées par tel ou tel sur le poids, la masse, le CO2, etc. Oui, parce qu'il y a encore une... Prenez une voiture des années 90, vous doublez son prix, c'est la même. Si vous voulez préserver les 200 000 personnes qui travaillent dans notre entreprise aujourd'hui, il faut être capable de baisser le point à un niveau tel qu'il permette d'absorber des variations de chiffre d'affaires ou de conditions économiques majeures. C'est ce qu'on a été capable de faire. Ce groupe a été capable de présenter en juin 2020 une situation financière qui lui a permis de gagner de l'argent avec une baisse en ordre de grandeur de 47% de son chiffre d'affaires. Dans un métier extrêmement industriel qui fait appel à 3500 pièces en moyenne pour faire une voiture à la seconde près sur une chaîne et qui programme en 3 mois, 18 mois. Et ça, c'est parce qu'il y a des gens... c'est pas le RH qui décide un truc pareil, hein, c'est un collectif parce que Bien sinon sûr. ça marche pas. Hein, qui ont dit ok gars, on coupe et par ailleurs puisqu'on coupe, on va organiser d'une manière intelligente le télétravail. Je rappelle que ce groupe-là est en train a mis en place 30 à 40 000 opérations de télétravail aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Fin octobre, je sais plus quel jour on est, bref. Accouchement difficile, hein, pas simple. Hein. Moi le premier. Hein. Comment le fait de ne pas aller au boulot est normal, au sens et surtout, physique. vous l'inscrivez dans un changement structurel. Absolument. Et puis, au bout de 3 mois, tu te rends compte du nombre de meetings que tu faisais avant sans aucun sens. Mais bien sûr. Puis tu te dis, attends, une présentation PowerPoint, alors vous passez des 90 là, il y a 5. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, t'as raison, on gagne du temps. Je vous assure que c'est pas d'une simplicité absolue, parce que si t'es simple, tout le monde l'aurait fait. Mais qu'au bout de 3-4 mois, on commence à se dire, hey, c'est pas forcément désagréable, et puis qu'est-ce que ça contribue à tenir les G&A, enfin... Mais oui, c'est ça, non mais vous l'avez dit au début, c'est-à-dire, affaler, vous avez la conviction qu'il va y avoir des cycles, parce que l'automobile est quand même une industrie ultra cyclique, mais alors que ces cycles vont prendre une amplitude qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. Juste un mot, l'hydrogène, ça a un sens, ça n'a pas de sens? Ça a du sens. Ça a du sens? Ça a du sens. C'est votre prochaine barrière, votre prochaine frontière? Ça a du sens, pas forcément dans un usage particulier à court terme, mais dans un usage flotte à moyen terme, ça a du sens. Et donc on bosse dessus. Donc vous bossez dessus, mais il y a aussi alors Airbus des batteries. On est un peu perdu d'ailleurs là-dedans, hein, pour tout vous dire. Vous travaillez, PSA travaille avec Saft et voilà, et Total. Et on fait une usine de batteries qui aura vocation à nourrir la bascule électrique de l'ensemble de ceux qui seront nos clients, à commencer par le groupe PSA. Ça aussi, c'est un changement structurel important parce que je me souviens très bien. Alors, on a encore un peu le droit de le citer. Carlos Ghosn, pourtant précurseur de l'électrique, avait dit à un moment, il va y avoir de tels gains sur les batteries qu'il faut que ce soit fait par des spécialistes et que nous, en fait, on soit en mesure d'arbitrer entre les meilleurs fournisseurs. Et donc, je ne veux pas me lancer là-dedans. Finalement, nous avons choisi une stratégie verticale. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on maîtrise notre core business. Parce que ce sera le core business. Mais parce que ce sera le core business à un moment donné. À un moment donné, si vous êtes pendu en termes d'appro au bon vouloir de ceux qui font le prix
des batteries dans le monde et que vous n'avez aucune chance de pouvoir influer sur ce prix, vous êtes juste mort. D'accord. Nous, on ne veut pas. Ce qui n'empêche pas ponctuellement d'acheter telle ou telle batterie qui sera... Ce qui empêche absolument rien en termes de partenariat. Mais c'est ça. Vous avez toujours l'accord de rappel qui est on protège le groupe. Toujours. D'ailleurs, toute la chaîne électrique est intégrée chez nous. C'est-à-dire que par petits pas, cette usine de Trémery qui était super performante en diesel, d'ailleurs qui le reste au passage, a migré son schéma de fabrication et ses process pour être capable d'intégrer toute la chaîne électrique. Aujourd'hui, un PSA n'est pas pendu par qui que ce soit à moyen terme sur ce volet-là. Et alors justement sur le dernier volet, alors pour le coup c'est Carlos Tavares qui avait je ne savais pas moi. C'était quoi? C'était les pédales de frein. 100% des pédales de frein sont faites en Chine, c'est ça? Je ne sais pas quel était l'exemple. Je sais plus. Il avait pris une pièce, mais anecdotique, vraiment anecdotique. Voilà. Est-ce que là il y a une réflexion sur la chaîne logistique en disant bon c'est pas possible, il faut qu'on reconstitue quelque chose pour s'il y a la fermeture d'un continent, pouvoir continuer à construire. Ceci fait partie de notre préoccupation permanente, bien sûr. Là-dessus, tout est sécurisé. Tout est sécurisé. Pas tout. Ouais. Évidemment, vous ne ferez jamais le tour de tout. Oui, voilà, c'est ça. Combien vous avez dit? 3500 pièces. Ouais, et tous les matins. Et puis sur 18 ou 20 000 voitures par jour. Mais en termes de réflexe, corporate, on est dans cette logique-là de protection systématique du flux et de l'entreprise. Et sur le plan stratégique et sur le plan opérationnel. Donc ça fait forcément partie des préoccupations des acheteurs, nombreux, de notre groupe, chaque fois qu'ils ont à prendre une décision d'affectation d'une pièce, toujours. Vous savez ce que vous exprimez là, Jean-Philippe? Vous exprimez une forme de détermination qu'il n'y avait pas il y a 2 ans. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous avez, alors collectivement évidemment, le COMEX, mais peut-être même l'intégralité du groupe, puis il y a quand même l'énorme morceau de l'intégration de Fiat qui arrive, quoi. Donc il faut que vous soyez à peu près droit dans vos bottes, et j'ai l'impression que vous êtes vraiment focus, aligné. Il se passe un truc, c'est que je ne sais pas si le terme est approprié. En tout cas, bon, on a une équipe. Ça se tire pas dans les pattes chez nous. On n'a pas besoin de ça. En fait, on s'en fout, pour tout vous dire. On fait pas de politique. C'est pas notre truc. Chacun a des objectifs. Vous connaissez Carlos Tavares, extrêmement ambitieux. Mais c'est les mêmes. Comment vous dire, mon collègue, et avec le mode d'emploi. Mon collègue de l'Europe a un PNL, et moi, Marc Peugeot, il se trouve que j'ai un PNL qui s'encastre dans le sien. Sauf que s'il y en a un qui vend pas, ou si l'autre qui fait des voitures qui tiennent pas la route, il y en a un au milieu qui va dire oh les gars, faudrait peut-être se réveiller. Grossièrement, c'est ça qui se fait. Mais on n'a absolument aucun début de besoin de bagarre au niveau COMEX, parce que le sujet pour nous, il est absolument pas là. On n'a pas besoin de ça, pour tout vous dire. Tout dernier mot, là aussi avant, il y avait quand même cette idée que l'automobile pouvait à un moment devenir une forme de commodité. Alors c'est vrai que je vous ai pas parlé de ça. Peugeot lui-même, PSA investissait dans des dispositifs d'autopartage, de mobilité un petit peu dans tous les sens. On voyait revenir les vélos. Il y avait cette espèce de mue là à un moment auquel j'ai pas compris grand-chose, mais enfin qui participait à une forme de commoditisation de l'automobile. Est-ce que ça n'a pas radicalement changé avec justement ce qui s'est passé? Nous, avec Free2Move, qui est notre branche mobilité, on pense qu'on a un grand avenir en matière de commercialisation de services à la personne. Nous, on pense ça. De service à la personne, mais comment ça, de service à la personne? À notre client. De complément de mobilité. De voiture en partage, quoi, en libre partage. Pas que. Très vraisemblablement, des solutions de location pour vos vacances l'été quand vous aurez lâché votre électrique. Bref, être capable de vous fournir une solution de mobilité où que vous soyez, d'une manière rapide et facile, c'est-à-dire sans faire 30 ou 40... Ça reste dans la stratégie. Absolument. Ça. Mais, qu'est-ce que j'ai vu, moi? J'ai vu juste des gens qui disent, en concession, mais vraiment, touchy. Alors écoutez, avec Covid, la voiture, je prends. Voilà. Alors écoutez, il me faut une voiture qui soit en dessous de 50 grammes de CO2, parce que je suis un user, parce que je suis un particulier et que j'ai des convictions, et puis il me la faut full électrique d'ailleurs au passage, mais je la veux. Parce que vous comprenez, c'est quand même la meilleure protection contre tout ce dont on parle tous les jours à la télé, vous comprenez? Ça, j'en ai entendu depuis le mois de juin, vous imaginez pas. Ça, c'est une réalité. Absolument. Et ça reste une réalité sur le marché aujourd'hui. Absolument. Et j'espère
qu'on va avoir l'intelligence comment dire, d'aborder la période qui est la nôtre, qui est celle de la réduction des footprints, du carbone neutral, et qui est tout à fait légitime, d'une manière suffisamment intelligente pour qu'on puisse à la fois transformer nos villes et permettre aux gens de se déplacer. Parce que si vous leur interdisez de se déplacer, ça déclenche des mouvements comme ceux qu'on a connus il y a 2 ans. Et on n'habite pas tous Paris. Et moi je suis du Sud, je prie de croire que dans la ville dans laquelle je suis né, il y a un paquet de gens qui ont besoin de leur voiture pour aller au boulot. Parce que s'ils n'ont pas de voiture, ils vont pas au boulot. Et c'est tout simplement ça qui est devant nous. Donc j'aimerais qu'on arrive à faire cette espèce de migration majeure, très importante, et en même temps respectueuse du droit des personnes à bouger. C'est quoi la ville où vous êtes né, Jean-Philippe? 7. 7, voilà. Bon, avant d'y être enterré, hein, selon. Absolument. Voilà. La formule célèbre. Merci Jean-Philippe. Merci à vous, c'était un beaucoup. plaisir. Le directeur de la marque Peugeot donc était notre invité sur Bismart. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Merci Jean-Philippe. Jean-Philippe Imparato, donc patron de la marque Peugeot. Et les amis, on se retrouve lundi sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.